Vous êtes frontalier en Suisse et vous vous intéressez à la retraite? Alors restez bien avec nous parce que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Dao de la société Planific qui va nous expliquer l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le sujet. Et vous verrez, c'est pas forcément aussi simple que ça. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Travailler et vivre en Suisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la retraite, mais une retraite particulière, celle des frontaliers. Alors pour traiter le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Dao, le cofondateur de la société Planific à Genève, en tout cas dans le canton de Genève. Et Paul va nous parler de tout un tas de petits détails qui finalement n'en sont pas. Alors Paul, vas-y, je te passe la parole, je te laisse te présenter et après, je poserai mes questions. Très bien, alors bonjour à tous. Merci pour ton accueil, David, sur ce podcast. Donc, pour notre part, on est donc une société qui est experte dans la planification des retraites des frontaliers. On est situé donc au Grand Saconnet et on a une vingtaine d'employés. Donc, aujourd'hui, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'accompagner les personnes de plus de 50 ans qui sont justement intéressées par leur retraite, de visualiser les problématiques de l'arrivée à la retraite, par exemple à 60 ans, et des enjeux justement de récupérer les retraites françaises ou suisses et les choix qui sont divers et variés par rapport à ça. C'est très clair, merci Paul. Un vrai sujet qui mêle du fiscal, qui mêle du droit social, enfin qui mêle tout un tas de sujets. Donc voilà, d'où l'intérêt d'une société comme la tienne, c'est parfait. Alors, première question Paul, en quoi la retraite des travailleurs frontaliers est-elle si spécifique ? Alors en fait, il y a beaucoup de problématiques. La première chose, c'est le premier pilier. Il est possible de le récupérer donc, pour les femmes à partir de 62 ans et pour les hommes à partir de 63 ans pour l'anticiper. Mais malheureusement, ça engendre des pénalités donc de 6,8% par année. Donc si on le récupère 2 ans avant, on a 13,6% de pénalité sur la retraite. Donc en fait, finalement, on peut partir plus tôt, mais on n'est pas obligé de prendre la retraite AVS au même moment qu'on récupère le deuxième pilier. Ensuite, le deuxième pilier, le problématique, c'est qu'on peut le récupérer aussi en rente ou en capital ou un mix des deux. Certaines caisses limitent justement la récupération du capital à 25% ou certaines caisses à 33%. Donc, tout va dépendre du règlement de la caisse. Et l'imposition sur les piliers, justement sur le deuxième pilier, va être différente si on le récupère en capital ou en rente. Donc, il y a une autre problématique aussi au niveau du deuxième pilier. Le troisième pilier aussi, il y a des problématiques, puisque si vous l'avez fait en assurance, peut-être que vous aurez des pénalités, ou certainement vous aurez des pénalités de le récupérer avant, et vous aurez une imposition dessus. Pareillement, si vous récupérez le deuxième pilier en même temps que le troisième pilier, ça peut poser de grandes problématiques. On parlera par la suite justement du CEHR, une contribution exceptionnelle des hauts revenus, que personne ne pense, donc qui peut avoir un grand impact sur l'imposition au retrait des piliers, si on les récupère au même moment. Pareillement, la retraite française, autre problématique, si on prend la retraite française au même moment que le deuxième pilier et que le troisième pilier et que l'AVS, on va être donc ce qu'on appelle polypensionné. Donc polypensionné dans le sens où on a une rente française et une rente suisse, donc deux rentes différentes de deux pays différents. Et dans ce cas-là, on doit payer, on est assujetti en fait à ce qu'on appelle les charges sociales, les prélèvements sociaux aussi également, de 9,1%, donc de CSG-CRDS. Et là, justement, 9,1%, admettons qu'on récupère 100 000 ou 200 000. 9,1% de 100 000, ça fait 9 100 francs. Donc là, effectivement, ça peut faire une grande diminution sur le capital, sachant qu'en plus des prélèvements sociaux, vous aurez 6,75% d'impôts sur la retrait en capital, que ce soit le deuxième pilier ou le troisième pilier. Donc finalement, la retraite française peut avoir une grosse influence, un gros impact en fait sur vos piliers à la retraite. Et puis en plus, la retraite française, qu'on ne pense pas souvent, c'est très important que je le mentionne aujourd'hui, il faut la recalculer en fait parce que vos trimestres travaillés en Suisse ont un impact sur les trimestres travaillés en France. Ça veut dire que le montant qui est simulé par la France, lorsque vous allez sur le site de l'info retraite ou de l'assurance retraite, les projections que vous aurez seront erronées puisque en fait, les trimestres travaillés en Suisse augmentent votre retraite française. Ça veut dire que, en d'autres termes, à partir de 62 ans, admettons que vous avez que 44 trimestres,
vous avez un montant qui est calculé sur 44 trimestres, mais peut-être qu'à 62 ans, vous avez déjà le taux plein, donc 167 trimestres pour la majorité des personnes, et peut-être que déjà, vous pouvez toucher le maximum de votre retraite française. Voilà. En fait, quand je t'entends parler, c'est pas que je m'arrache les cheveux, hein, c'est super intéressant, mais quand on voit la complexité des différents éléments, ça fait quand même peur. Mais en tout cas, bravo pour le message très clair en fait que tu as donné. Tu as donné en fait un panorama, un paysage de, je pense que tout ce qui peut être complexe dans la problématique. En tout cas, bravo, merci Paul. Alors, merci. Si tu devais résumer en fait en une phrase, enfin en une phrase, pas en une phrase, mais en tout cas de manière un peu globale, en fait, à quoi est-ce qu'il faudrait faire attention quand on arrive à la retraite? En fait, qu'est-ce qui est important? Alors, avant même d'arriver à la retraite, c'est pour ça qu'on a des personnes qui font la planification retraite qui ont plus de 50 ans, hein, qui sont même à 5 ans ou à 10 ans de la retraite. Avant même de passer à la retraite, il faut déjà préparer sa retraite après 50 ans. Ça veut dire que vous avez aussi des stratégies pour économiser de l'argent avant la retraite. On parle souvent de rachats, on ne va pas aller dans les détails des rachats de deuxième pilier, mais les rachats sont redoutables en termes d'économie fiscale. Et aussi des personnes qui font des troisième piliers bancaires, hein, qui sont excellents, justement, surtout quand on se rapproche de la retraite, pour diminuer votre imposition. Maintenant, effectivement, au moment où on passe à la retraite, il faut faire attention à beaucoup de choses, parce que souvent, ce qu'on se dit, et on rencontre beaucoup de clients qui avaient l'idée de récupérer toute leur retraite, parce que quand, admettons, je passe à 62 ans à la retraite, le premier réflexe, c'est de se dire, je vais prendre toutes mes retraites, donc, puisque je passe à la retraite. Et finalement, en faisant cette pratique, vous pouvez, disons, ruiner votre retraite, parce que vous allez devoir payer 7 CSG CRDS, vous allez payer un impôt que vous ne vous attendiez pas, et là, justement, vous avez travaillé pendant 35 ans pour finalement commettre des erreurs qui vont être redoutables sur le futur. Donc, notre idée, en fait, notre stratégie, c'est de préparer justement en amont cette retraite, de la préparer avant, les économies avant, et puis après, justement, au moment de l'arrivée, de pouvoir récupérer les rentes ou les capitaux à des moments plus stratégiques pour éviter justement certaines charges sociales que vous pourriez éviter tout en toute légalité de payer. Pareillement aussi, il y a aussi une autre problématique qui est importante. Quand vous passez à la retraite, 99% des gens ne sont pas au courant, mais si vous ne prenez pas la retraite française lorsque vous récupérez le capital ou la rente, vous devez faire un nouveau droit d'option. Il y a un nouveau droit d'option, il y a une réouverture en fait de vos droits d'option, et vous avez 3 mois pour choisir jour pour jour au moment où vous retirez votre capital ou votre rente pour faire votre choix. Beaucoup de personnes aussi pensent que lorsqu'on récupère que le capital du deuxième pilier, on n'a pas de droit d'option. Alors qu'en fait, on a vraiment un droit d'option qui s'exerce. Même si on n'a pas encore pris l'AVS, on doit choisir la première pension de retraite qui tombe, que ce soit un capital ou une rente. C'est à ce moment-là qu'on fait le droit d'option. Ouais, et là, pour le coup, contrairement à un travailleur qui éventuellement peut faire revaloir son droit si, par exemple, il perd son emploi, à la retraite, une fois que c'est fait et c'est fini, quoi. Exactement, c'est définitif, en fait. Par exemple, on pourrait dire une personne qui prend la CMU, par exemple, qui passe à 60 ans, il prend son capital de 500 000, il se dit, je ne prends pas la retraite française pour éviter la CSG. Finalement, 2 ans plus tard, il se retrouve à payer 8% de son capital qu'il a récupéré à 60 ans. Donc, à ses 62 ans, il paye 8% de son capital qu'il ne s'attendait pas, mais il ne peut plus retourner en arrière, c'est-à-dire que c'est trop tard. Donc, une fois que vous avez fait un choix d'assurance maladie, de droit d'option, vous avez fait peut-être un mauvais choix stratégique, peut-être que vous vous retrouvez à payer plus cher. Peut-être que cette personne-là aurait pu se dire aussi, je peux donner cet exemple, je vais prendre finalement la retraite, la CMU parce que je vais payer 8%, je ne vais pas payer les 9,1%, mais cette personne-là ne sait pas qu'en fait, elle peut avoir des stratégies pour payer moins de CSG et finalement payer que 4,3% de CSG au lieu de 9,1%. Donc, il y a beaucoup de stratégies auxquelles les gens ne pensent pas. C'est pour cette raison qu'on a créé ce service pour aider vraiment et accompagner ces frontaliers qui ne sont pas informés. Excellent. Très bien. Alors maintenant, il y a une question que pas mal de gens, de frontaliers se posent, notamment pas que les frontaliers d'ailleurs, lorsqu'on arrive à la retraite et qu'on a été, on va dire, salarié en Suisse. Est-ce qu'on prend le capital ou est-ce qu'on prend la rente? Alors, évidemment, je sais que tu ne vas pas me répondre parce que ça dépend de chaque personne. Oui. Mais grosso modo, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux options? Alors, tu mentionnes une excellente question, en fait, David, par rapport à ça.
Alors la rente, en fait, finalement, on peut se dire, c'est une sécurité du revenu, en fait, garantie à vie. Donc j'ai la même rente qui n'évolue pas jusqu'à mon décès. Mais par contre, je ne peux pas faire travailler cet argent puisque je la reçois en rente et puis finalement, je vais vivre sur cette rente que je reçois. Par contre, effectivement, par rapport à la sécurité du revenu, quand on prend le capital, on dépend d'une stratégie de consommation. Donc ça veut dire qu'on va investir cet argent, mais aussi on va la consommer petit à petit. Et on se pose plus de questions. On va être vraiment un peu plus dans une stratégie plutôt que de se dire, tous les mois, j'ai ma pension de retraite et c'est fini. Donc, il y a quand même un effort qui est plus conséquent et qui a une rigueur qui est plus importante en fait que par rapport à la rente. Ensuite, une chose qui est très importante aussi, c'est le risque de change. On n'y pense pas, mais si on prend la rente, finalement, on est quand même malheureusement plus tributaire en fait du taux de change. Alors qu'avec le capital, on peut changer, s'il y a un bon taux, on peut changer une grosse partie ou voir la totalité au moment où le taux est avantageux. Tandis que la rente, si, admettons, j'ai une rente de 2500 par mois du deuxième pilier, on parle bien du deuxième pilier qu'on peut prendre en rente ou en capital, ces 2000 francs, peut-être qu'ils n'auront pas la même valeur en euros dans 10 ans. Donc finalement, je vais me retrouver avec moins de revenus que je l'avais prévu, alors que si j'avais eu le capital, j'aurais pu changer à un taux de change unique, peut-être qui est le plus avantageux au moment où je le change. Donc on est vraiment plus libre au niveau de la stratégie du taux de change. Est-ce que c'est clair pour toi, David, par rapport à ça ? C'est parfaitement clair. Il y a effectivement, en tout cas sur le change, un paramètre en moins quand tu le changes en une fois. Exactement. Oui, en tout cas, un paramètre que tu ne maîtrises pas en moins. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis il y a 3 autres points qui sont importants. C'est l'inflation. Donc l'inflation, on ne s'adapte pas à l'inflation. Finalement, quand on a une rente, on a 2000 francs. Les 2000 francs dans 15 ans seront toujours 2000 francs qui arriveront en pension de retraite. Le coût de la vie qui augmente, finalement, l'inflation, c'est le coût de la vie c'est le pouvoir d'achat en fait. Donc le coût augmente et donc du coup, on a peut-être moins, avec les 2000, on a moins la possibilité d'acheter des choses qui ont augmenté. Tandis que si on a le capital, effectivement, si on a investi, on peut plus s'adapter en fait à l'inflation. Parce que si le marché augmente, nécessairement, l'investissement va augmenter aussi. Au niveau de la succession, on a des grosses problématiques au niveau du capital. Malheureusement, il n'y a pas de restitution aux héritiers. Donc, les enfants ou la famille ne se retrouvent sans rien, en fait, si ce n'est la rente de veuve ou de veuf, s'il y a le conjoint survivant, à 60% de la rente. Mais ça sera toujours une rente jusqu'au décès. Et une fois qu'il y a le décès des deux, en fait, si les deux parents sont décédés, malheureusement, il n'y a aucune restitution au capital. Tandis qu'avec le capital, finalement, si je récupère 500 000, si je décède 1 an plus tard, malheureusement pour moi, mais disons que ma famille pourra percevoir la totalité des 500 000. Et ça, c'est quand même important parce que si vous avez travaillé 40 ans pour finalement que votre famille n'ait rien du tout à votre décès, je peux vous dire que ça peut faire mal. Enfin, on va arriver sur les 2 derniers qui sont la fiscalité et la CSG. Si je prends la rente, j'ai un impôt qui peut être très élevé puisque la rente, en fait, on est imposé sur le revenu. Donc finalement, si je touche une tranche, admettons que j'ai l'AVS plus la retraite française et que mon AVS plus la retraite française, je suis à 4 000 ou 3 000 euros par mois. Si je rajoute la rente du deuxième pilier, finalement, peut-être que mon deuxième pilier sera imposé à 30%. Je serai peut-être dans la tranche des 30%. Peut-être que je serai même dans la tranche des 41% sur mon deuxième pilier. Tandis que le capital, lorsque vous le récupérez, sachez que vous êtes imposé en Suisse, mais vous récupérez votre impôt à la source, Suisse payé, en totalité, et que vous paierez uniquement un impôt de 6,75% en France. D'accord ? Et 6,75% en comparaison à 30% de tranche marginale d'imposition sur la rente, c'est vrai que ça fait quand même réfléchir. Enfin, dernier point, la CSG-CRDS, finalement, je ne peux pas éviter du tout au niveau de la rente la CSG-CRDS, tandis qu'avec le capital, je peux éviter les 9,1% de CSG-CRDS. Voilà. Donc, en fait, quand je vois les pour et les contre, en fait, il y a vraiment, c'est très partagé, évidemment. Oui. Sinon, ce serait trop facile, bien sûr. On irait tous soit dans une solution, soit vers l'autre. Après, j'imagine que ça dépend évidemment clairement du montant, notamment du deuxième pilier. Enfin, il y a, j'imagine, énormément de paramètres. Et ça, c'est vraiment pour le coup j'imagine, c'est votre quotidien de calculer tout ça et de faire ces estimations. Oui, c'est ça. En fait, il y a énormément de combinaisons possibles en fait, de partir à la retraite. Il faut savoir que pour un célibataire, il y a 42 possibilités de se tromper. Et pour un couple marié, il y en a 1764 de combinaisons de se tromper. Donc, voilà. D'accord. Ils ont donc fait les calculs, bravo. Exactement. Et écoute, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous êtes en mesure de faire une optimisation sur toutes ces combinaisons et de dire c'est celle-là ou celle-ci ou celle-là qui est la meilleure, c'est ça ?
Oui, exactement. En fait, on fait des rapports de 50 pages qui vont permettre aux frontaliers de trouver la meilleure solution et de partir en toute sérénité en fait, à la retraite. Ok, excellent. Très bien. Alors, écoute, une question, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je vais en parler. Est-ce que tu peux nous donner des petites explications sur le CEHR? Alors, en fait, le CEHR, c'est la contribution exceptionnelle des hauts revenus. Et en fait, comme je dis souvent, c'est 90% des personnes ne sont pas informées lorsqu'ils retirent leur capital. Donc, ils se disent, voilà, je vais avoir que 6,75% d'imposition, ce qui est juste, hein, on a 6,75. Ils se disent, voilà, je vais avoir les 9,1% de CSG parce que peut-être que j'ai accepté ma retraite française. Mais ils ne pensent pas encore au CEHR, qui est la contribution exceptionnelle des hauts revenus. Donc, qu'est-ce que c'est que le CEHR? Admettons que votre revenu fiscal de référence au moment où vous avez retiré votre capital, donc je vous donne un exemple, hein, admettons que vous gagnez 100 000, pour faire un chiffre rond, sur 2 salaires, et qu'en novembre, vous récupérez 300 000 ou 400 000 de capital, d'accord? Donc là, on se retrouve avec un revenu fiscal de référence plus élevé que 400 000, d'accord? Même en enlevant les abattements. Et donc, je dépasse, en tant que célibataire, 250 000 euros de revenu fiscal de référence. Du moment où vous dépassez les 250 000 euros de revenu fiscal de référence en tant que célibataire, vous devrez payer, pour ce qui dépasse de 250 000, 3%. Et si vous avez le malheur d'avoir en plus gagné plus que 500 000, ce qui dépasse de 500 000, vous devrez payer 4%. Pour un couple marié, ça va être au-delà de 500 000. Donc là, on a un peu moins de risque de dépasser le CEHR pendant l'année où on récupère le capital. Mais toujours est-il que si le deuxième pilier et le troisième pilier, on dépasse les 500 000 pour un couple marié, ce qui va être au-dessus, ça va être 3% pour un couple marié de 500 000. Et au-dessus d'1 million, ça va être 4%. Donc finalement, on se retrouve à payer 6,75. Mais finalement, si on rajoute les taux d'imposition, le taux global d'imposition sur le capital, finalement, on se retrouve à payer peut-être du 9 ou du 10. Donc, il faut vraiment y penser, de faire ces stratégies, de vérifier si récupérer en même temps ses capitaux ou de prendre le capital est stratégique. Effectivement. Alors, dernière question, Paul. Oui. Tout à l'heure, quand tu as évoqué évidemment la possibilité de retirer en rente ou en capital. Si on retire en capital, c'est bien joli, mais c'est vrai que derrière, il faut être capable de, comme tu disais, alors tu ne l'as pas dit comme ça, mais il faut être capable de gérer malgré tout ses revenus, son argent, ses entrées. Est-ce que vous rentrez en matière également dans le conseil là, ou c'est plutôt on va dire, à votre client de se débrouiller avec ça? Alors justement, en fait, on s'est rendu compte que, à la création du service, que les clients, en fait, lorsqu'ils prenaient le capital, n'étaient souvent pas aidés par les banques et les institutions ou les assureurs. Hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a Planifique France, donc qui fait la gestion privée de nos clients et qui permet en fait de les accompagner dans la consommation de leur capital. Ce qui est important en fait dans une planification, c'est que si vous prenez le capital, il faut respecter avec rigueur, un plan de consommation. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout consommer d'un coup. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période de 0 à 5 ans où vous aurez, après votre retraite, par exemple, si on prend la retraite à 60 ans, de 60 ans à 65 ans, vous allez consommer, par exemple, 100 000 francs. De 65 ans jusqu'à 75 ans, vous aurez besoin de 200 000 francs. Donc, finalement, il va falloir placer l'argent en fonction de si vous avez besoin de l'argent ou pas. Parce qu'entre 60 et 65 ans, si vous avez besoin d'argent, on ne peut pas la placer. Donc, il faut vraiment avoir des stratégies et des gestionnaires justement de patrimoine qualifiés pour pouvoir gérer cet argent. C'est pour cette raison qu'on dit souvent que si vous prenez le capital, c'est très bien. Effectivement, ça peut être vraiment bien au niveau fiscal et au niveau d'éviter la CSG-CRDS, mais il faut vraiment être accompagné, il faut avoir une stratégie d'investissement et surtout de consommation avec rigueur. En effet. Merci Paul. Oui. Alors peut-être as-tu d'autres choses à rajouter Oui. Alors oui, effectivement, je peux rajouter un dernier point sur la retraite française. Je pense que c'est important d'en parler un petit peu quand même. Souvent, on ne se rend pas compte, mais la retraite française peut être quand même intéressante malgré ce qu'on entend. Souvent, on entend il faut refuser la retraite française parce que je vais payer la CSG, etc. Sachez qu'on va rentrer un tout petit peu dans la technique, mais que la retraite française, on parle de 9,1%, mais ce n'est pas toujours 9,1%. Les taux sont différents en fait en fonction de ce que vous avez en revenu fiscal de référence chaque année. Donc, une personne peut se retrouver à payer 9,1%, mais une autre peut se retrouver, comme je disais tout à l'heure au tout départ, à payer que 4,3% ou 7,4%. En fait, on va donner un exemple sur un célibataire. Un célibataire qui gagne moins de 22 000, qui a une tranche de revenu fiscal de référence de 14 500 à 22 579, va se retrouver avec un
taux de CSG de 7,4%. Une personne qui va se retrouver, par exemple, qui a pris que l'AVS et qui a pris le capital d'une autre année, il a un AVS qui est très bas, peut-être que son salaire annuel de revenu fiscal de référence se retrouve entre 11 128 et 14 547. Donc, il va payer que 4,3% de CSG. Donc, parfois, en fait, la retraite française peut vraiment vous sauver, au contraire, plutôt que de penser que finalement, la retraite française, c'est mauvais de l'accepter. Donc, ne faites pas d'erreur, ne commettez pas d'erreur de vous dire nécessairement il faut refuser la retraite française. Dernier point, et je finirai sur ce point. Souvent, les personnes nous demandent aussi à quel âge ils peuvent partir, avec combien de trains de vie. Ça aussi, on ne sait pas parce qu'effectivement, on peut se dire, voilà, je peux obtenir mes calculs de retraite via l'AVS ou la retraite française. Finalement, je vais avoir des montants erronés. Pourquoi ? Parce que la retraite française ne prendra pas en compte vos trimestres travaillés en Suisse, dans le calcul sur le site de l'assurance retraite. Et l'AVS, si vous faites un anticipé, peut-être ne va pas calculer correctement puisque ne va pas prendre en compte que vous avez demandé en anticipé. Et surtout, vous avez du brut, vous avez des montants bruts, vous n'avez pas des montants nets. Et donc, ce qui est important, c'est ce qui arrive dans votre poche après toute charge sociale, après votre assurance maladie de base, que ce soit CMU ou CHSRDS ou la LAMAL, après avoir payé aussi le CEHR. Donc, finalement, qu'est-ce que vous allez avoir à la fin du mois, en fait, en net ? Donc, c'est ça qui est important, finalement, et qui va vous déterminer l'âge de départ à la retraite. Le train de vie, en fait, c'est primordial. Le train de vie à la retraite et de savoir avec combien on va partir, c'est ça qui est important. Merci infiniment, Paul, pour ces conseils très avisés. Ce que moi, je conclus, en plus de tout ce que tu as dit, qui était vraiment très intéressant, c'est que, quoi qu'il en soit, il faut aller voir un spécialiste pour les questions de la retraite, particulièrement quand on est frontalier. Et en l'occurrence, je le rappelle, donc Paul Daho, la société Planifique, vous avez pu voir et vous avez pu entendre en fait la maîtrise du sujet. Donc, je vous invite à déjà premièrement à peut-être aller sur LinkedIn et prendre contact avec Paul Daho et aussi à aller sur le web, donc le site, donc c'est www.planifique.com. Hein, c'est juste. Exactement, c'est juste, ouais. Exactement. Et voilà. Et donc, déjà, ça vous donnera une première idée de ce qui, en tout cas, des services que propose Planifique. Paul, merci beaucoup pour tes explications très claires, très précises. Merci pour ton temps et pour ta gentillesse. Et je te souhaite en tout cas une très très bonne journée. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera probablement un autre sujet sur ce thème-là. Avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute. Merci, à très bientôt. Et je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée. Merci, au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.